Avez-vous déjà connu ce moment où vous avez envie d'écrire, mais l'inspiration ne vient pas? Alors, ce moment où vous cherchez dans tous les sens l'idée exacte, la phrase exacte, la phrase exacte et le bon mot pour la rédaction de votre article. Avez-vous une fois connu l'angoisse de la page blanche, ce moment où vous vous retrouvez devant une page vide sans savoir par où commencer ni quoi écrire? Cela vous arrive-t-il souvent? Qui n'a jamais éprouvé ce sentiment de blocage devant son écran? Les journalistes, les écrivains, les blogueurs, les praticiens du métier d'écriture en savent certainement quelque chose. Écrire, ce n'est pas un exercice facile et pourtant, ils ne peuvent s'y échapper. C'est parfois des moments de solitude, des moments durant lesquels on a besoin de créativité, d'envie, de se faire comprendre par ses lecteurs. Que faire pour surmonter cette angoisse? On en discute au cours de ce café virtuel organisé par le forum Pamela Howard de reportage sur les crises mondiales. Bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum, et avec moi pour ce café virtuel, nous avons trois invités. Aveking Agbodjogbe, qui est directeur général du bi-hebdomadaire Let's Coupe du jour et secrétaire général adjoint de l'Union internationale de la presse francophone section Bénin. Il n'est pas encore avec nous, mais nous espérons qu'il nous rejoindra certainement. Aussi, Aïe Renaud de Savy, qui est écrivain, journaliste, lauréat de nombreux prix littéraires et d'écriture à l'international. Les journalistes aussi, journalistes économiques à l'agence Ecofin et Togo First, et le confrère Fumilayo François Xavier Assanvi, qui est blogueur et correspondant de la rédaction anglophone de Radio France Internationale pour le podcast Africa Calling. Quel honneur de vous avoir, chers panélistes, et merci de nous consacrer ce petit moment. Bonjour, Renaud Assavi. Alors salut à tous, heureux d'être parmi vous. Cher confrère Assanvi, comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Ma première question, avant de vous la poser, je m'aimerais tout d'abord rappeler aux participants, aux participantes que c'est un café virtuel, donc il est ouvert et vous avez la possibilité en fait d'activer votre caméra pour prendre la parole directement, pour partager votre expérience, pour poser toutes vos questions. Mais en attendant, la première question à Monsieur Renaud de Savy. Vous êtes à la fois journaliste et écrivain. Est-ce que ça vous arrive aussi? L'angoisse de la page blanche. Ben oui, je pense que c'est le lot de tous les créatifs. Hein. Il y a des moments où on bloque un peu. Encore que moi, j'ai la chance d'avoir un peu les deux expériences, c'est-à-dire voilà, écriture littéraire à l'ancienne et puis le journalisme. Je peux dire que c'est plus simple que le journalisme parce que là, bon, voilà, l'info, elle est là ou elle n'est pas là et on sait la chercher. C'est plus difficile quand il faut créer à partir un peu de rien dans le travail littéraire. Pour le journalisme, c'est un peu plus simple, j'ai l'impression, encore que, hein, parfois, quand on est dans la recherche vraiment du bon dossier, du bon angle, du bon scoop, de la bonne info, du bel article qui va vraiment sortir du lot, on travaille, quoi. Je pense que ceux qui travaillent sur les dossiers de fond doivent un peu savoir de quoi on parle. Quand vous dites écriture à l'ancienne, c'est quoi exactement? Bon, je veux dire la littérature classique, quoi, c'est-à-dire écrire du roman, de la nouvelle, de l'essai aussi. En général, ce sont des formats plus longs qui demandent plus de... Voilà, c'est 10 000, 20 000, jusqu'à 100 000 mots en général. Donc, c'est un travail beaucoup plus étendu dans le temps. Donc, ça demande plus de transpiration, je veux dire, que des articles qui sont plus courts, souvent plus concis, où les mots sont comptés. Et en général, comme on a déjà l'actu, bon, quand on a l'actu, on écrit, quoi. Et quand on a le sujet, on écrit. Après, bon, peut-être on peut tourner un peu pour l'angle. C'est l'angle, la meilleure façon de tenir en fonction de là où on écrit, qui peut jouer. Donc, c'est un peu cette petite nuance que je ferai a priori entre les deux bords. Fumilayo, quand on est blogueur, comme vous, et qu'on écrit chaque temps, est-ce que cela vous est aussi une fois arrivé de connaître l'angoisse de la page blanche?
Bien sûr, bien sûr. En fait, tout blogueur a la différence peut-être des journalistes, mais le blogueur a ce qu'on appelle son rythme de publication. Et donc, quand on n'a pas forcément l'inspiration, ça remet en cause le rythme qu'on a l'habitude de respecter sur son blog. Et forcément, ça peut avoir un impact non seulement sur la santé du blog en termes de référencement, mais également sur le maintien en éveil de l'audience. Parce que l'audience d'un blogueur vit de par les articles qu'il publie. Et si vous manquez d'inspiration, ça signifie simplement que vous ne publiez pas d'articles. Et si votre audience ne reçoit pas d'articles, eh bien, progressivement, elle va s'habituer à votre absence. Et si votre absence devient courante ou une habitude pour elle, finalement, vous perdez en fait votre audience. Donc, c'est quand même un problème qui peut avoir un impact quand même assez grand. Mais oui, ça arrive et c'est assez intéressant. Monsieur Hassan, la dernière fois, c'était quand? La dernière fois que ça m'est arrivé personnellement, je pense que c'est souvent en début d'année. Moi, ça m'arrive très souvent en début d'année, juste après les fêtes. C'est souvent un peu difficile parce que pendant les fêtes, je prends souvent une pause un peu sur le blog. Donc, c'est souvent un peu difficile de me remettre là-dedans. Et quand on prend une nouvelle année aussi, bon, sur mon blog, hein, de façon générale, j'ai l'habitude de reprendre l'année avec de nouvelles choses. Et donc, quand on veut forcément apporter quelque chose de neuf et que l'idée nouvelle n'arrive pas forcément vite, c'est compliqué de reprendre. Donc, la dernière fois, c'était ça. C'était en début d'année. Renaud Doussavi. Oui, très cher. Il y a des périodes où le manque d'inspiration se manifeste le plus, comme en période d'année. Oui, 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 il y en a. Il y a des périodes, je pense que l'un des aspects même du travail de création, quel qu'il soit d'ailleurs, je pensais que certains corps de métier, ils appelaient, mais non. L'un des gros aspects du défi, c'est de faire face à la routine, faire face à la répétition. Il y a des moments où, qu'on soit, quel que soit le type de journaliste qu'on fait, où on est parfois confronté à la routine. Et dans la répétition de ça, de devoir se réécrire, souvent réécrire un peu les mêmes choses, il y a un épuisement aussi qui arrive. Et dans la recherche de la nouvelle, du nouveau souffle, parfois on bloque sur sa page, j'ai envie de dire, sur son ordinateur. C'est plus l'ordinateur que des pages de papier aujourd'hui. Donc, il y a aussi cet aspect qui joue beaucoup, je pense, parce qu'il faut vraiment s'habituer à la répétition. Faire la même chose souvent, avec des nuances. Je pense que le blogueur qui est monsieur Hassan doit sûrement en être vraiment connaisseur, c'est-à-dire trouver quelque chose de nouveau tout en faisant la même chose tous les jours, ou toutes les semaines. Et voilà quoi. Et parfois, c'est peut-être sur 10 articles que vous allez écrire, sur 10 publications que vous allez faire, c'est une qui va exploser, flamber, qui va sortir normalement du lot. Mais en tout temps, il faut toujours être là, répéter. Parfois, ce n'est même pas un problème de sujet, c'est vraiment juste trouver l'énergie pour écrire, vous voyez, qui est le vrai challenge, j'ai envie de dire. Est-ce que le vrai challenge n'est pas parfois aussi la recherche du bon mot, en fait, de la phrase adéquate, de chercher peut-être le perfectionnisme dans ce qu'on fait? Parce qu'on a l'idée, mais on a bien envie de bien l'agencer et de se faire aussi comprendre par ses lecteurs en se posant la question, est-ce que ce mot sera compris directement ou est-ce qu'il aura tout son sens dans la phrase? Est-ce que ce n'est pas aussi ça parfois Tout à fait. Je dirais même qu'un texte, quand on l'écrit au début, c'est comme un arbre. Donc, quand ça grandit, ça peut aller dans plusieurs directions. Ça peut aller dans plusieurs directions. En fait, vous choisissez, en tout cas, de vous dire que non, ça n'ira pas là. Donc, vous orientez là. Et donc, au début, ça peut aller dans tellement de directions que tu dis, il faut que je trouve la bonne configuration, la bonne formule. Vous voyez, comment on dit en anglais, la punchline qui va vraiment faire crac.
et qui va cimenter mes idées telles que j'espère les présenter au monde. Et souvent, c'est un challenge. Et c'est tellement un challenge que il faut se rappeler, en fait, que la catchphrase, la phrase choc que tu as lue, en fait, sur l'article de telle ou telle personne, c'est peut-être le fruit d'années de travail ou il y a de l'écriture, la reprise, la correction, l'édition qui amène ça. Donc, moi, ce que je préconise souvent, c'est d'être... parfois, il faut juste appuyer sur l'envoyer. À un moment donné, il faut juste appuyer sur l'envoyer. Et advienne que pourra. Le service, le travail d'édition va t'aider aussi. Parfois, il y a un feedback qui fait que, bon, on s'en sort. Mais il y a une paralysie liée à l'excès d'analyse qu'il faut éviter. Comme vous dites, c'est un gros défi, hein, parce que le mot, le mot ne sort pas toujours comme on se le représente dans notre tête. Et il faut des années, parfois ça prend des années de travail de répétition. Parfois, il faut laisser le texte dormir pendant plusieurs heures, aller, je sais pas, manger, prendre l'air, revenir. Bon, là, on trouve. Et quand on trouve, on dit, bon, voilà, pour cette fois, je ne l'ai pas eu. Moi, je dis, dans le pire des cas, cliquez sur l'envoyer. On advienne que pourra, le service d'édition va nous revenir, les corrections, les retours, et on va améliorer ça. Sinon, on reste bloqué finalement. À la fin de la journée, on n'a pas de texte parfait, on n'a pas de texte imparfait. On a juste un texte qu'on n'a pas envoyé. Et ça, c'est pire que tout. J'ai bien envie de dire que c'est dans le cas où on travaille dans une équipe, dans une rédaction où on a un service d'édition, comme le cas par exemple d'Assanvi qui est blogueur et qui doit éditer lui-même son texte, le relire, c'est assez compliqué. Oui, mais pour absolument. moi, Assanvi, j'ai envie de vous demander cette question. Cette phrase que vous avez écrite ce matin, vous dites que parfois c'est le manque en fait d'inspiration qui pousse à plagier. Oui, en fait, je faisais le parallèle avec ça parce que récemment, j'ai été victime de plagiat et j'ai écrit d'ailleurs là-dessus et j'ai essayé de sensibiliser en fait mon audience à ne pas se laisser prendre par le plagiat. Mais pour en revenir au lien que cette affirmation avec le sujet du jour, en fait, quand on n'a pas l'inspiration, l'une des tendances ou l'un des conseils qu'on donne souvent, c'est d'aller lire, d'aller voir un peu ce que les autres font. Et en fait, ce n'est pas mauvais, c'est très bien d'essayer de s'inspirer de ce que d'autres personnes font. Mais il faut faire attention dans cette quête de l'idée, de l'inspiration ou de ce que les autres font, de ne pas plagier, de ne pas se mettre à faire exactement ce qu'ils font. C'est vrai que vous pouvez lire des articles sur des sujets qui semblent vous passionner ou sur lesquels vous avez des intérêts. Mais sur ces sujets-là, il faudra faire attention au moment où vous traversez cette vague de trous d'inspiration, à rechercher plutôt des angles qui n'ont pas peut-être été traités dans les articles que vous avez lus, à rechercher des aspects qui n'ont pas été évoqués, à plutôt chercher à faire des parallèles qui n'ont pas forcément été soulevés par les autres auteurs, mais pas forcément à reprendre leur travail. Parce que c'est vrai, on parle souvent de plagiat, mais non seulement on peut plagier de façon textuelle en copiant et en collant un texte, mais aussi de façon implicite, en s'appropriant. Parfois, on peut reprendre des mots sans forcément être dans la même... sans utiliser les mêmes mots que celui qu'on a copié, mais s'inspirer vraiment très profondément de ce qu'il a fait. Donc, c'est quand même important d'avoir en tête que même quand on n'a pas d'inspiration et qu'on va s'inspirer sur d'autres blogs, sur d'autres sites, qu'il faut que cette inspiration-là soit quand même, qu'il y ait une limite, quoi, et qu'on sache qu'il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas aller, il ne faut pas copier, coller d'autres articles parce qu'on n'a pas d'inspiration soi-même. Il faut plutôt chercher des angles qui n'ont pas été traités par d'autres personnes, chercher à être original, à relever des éléments qui n'ont pas été traités par les autres articles qu'on a lus. Renaud Dossavi a évoqué
de laisser passer le temps lorsqu'on est bloqué, de revenir après. Et on peut même laisser se confier au service d'édition qui va peut-être relire le test et corriger s'il y a des erreurs éventuelles. Mais à son avis, comment vous gérez des situations dans lesquelles vous sentez que vous éprouvez une panne d'inspiration? Que faites-vous justement? Est-ce que vous aussi, vous laissez passer le temps? Vous faites quoi? Quelle est votre astuce? Alors, moi, je dirais que la première astuce, en fait, c'est de se reposer. Et le confrère Renaud l'a dit tout à l'heure, c'est en fait le résultat d'une fatigue, d'une routine, en fait. Quand on prend l'habitude de faire un geste de façon répétée, je ne sais pas, si on se met tout à l'heure à taper du poing sur la table pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va se retrouver à un moment avec la main enflée ou on va avoir mal à la main, en fait. Donc, ici, c'est absolument la même chose avec notre inspiration, avec notre cerveau, qui est l'outil de travail quand on est créatif. C'est qu'on va l'utiliser, le solliciter à plusieurs reprises pour écrire des articles et ce, dans un temps qui est quand même assez restreint. Et finalement, le cerveau est fatigué, en fait. Et donc, pour moi, la première chose à faire, c'est de prendre le temps de se reposer, de respirer un peu, de s'éloigner de son ordinateur, de sortir et d'oublier un peu, en fait, son article ou ce qu'on veut écrire, en fait, de laisser de côté l'article pour un moment. Oui, laisser reposer l'article peut être une bonne solution. Moi, je l'expérimente beaucoup, même quand j'ai l'inspiration, en fait, parce que ça permet, en fait, d'avoir un autre regard sur la question. Au moment où vous écrivez un article, la façon dont vous l'abordez, ce que vous êtes en train de dire, les informations que vous avez aussi peuvent changer. Donc, c'est toujours bien de laisser, ne serait-ce que quelques heures entre le moment où vous finissez d'écrire et le moment où vous le publiez pour une dernière relecture. Et donc, si j'écris un article jusqu'à la moitié, par exemple, et que je suis bloqué, c'est tout à fait une solution que de le laisser reposer quelques heures, une journée, 2 journées, et parfois même ça peut prendre des semaines, voire des mois pour laisser reposer des articles avant de revenir les lire et avant de revenir les lire pour qu'ils puissent donner un bon résultat. Monsieur Renaud, je rappelle aussi aux personnes, aux confrères, aux consoeurs qui nous suivent que vous pouvez juste lever la main et participer également à cette session où nous parlons de la panne d'inspiration. Mais à vous qui êtes écrivain, Renaud, et qui tout le temps être imbibé dans le quotidien d'écriture, tout le temps, vous êtes face à votre écran ou à votre papier. Et comment expliquer le fait que la panne d'inspiration puisse aussi vous arriver? J'essaie de choisir bien mes mots pour formuler ça. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la première, le premier cas de figure, où c'est vraiment une panne d'inspiration, où on n'a pas d'idée, où on ne sait pas forcément ce qu'on veut écrire. Ça arrive. Je pense que ça fait juste partie du métier. Il y a des moments où le courant ne passe pas plus que ça. Et puis, il y a un second où c'est tout le contraire. On est tellement noyé par l'idée, par ce qu'on veut écrire, on voit tellement tous les angles que on croule sous le poids du projet, en fait. C'est-à-dire que même dans le domaine journalistique, c'est-à-dire que tu vois le dossier, tu vois le travail que tu as écrit, même dans ta tête, tu commences déjà à former les choses, mais dès que tu commences, tu ne sais pas exactement par où commencer. Du coup, tu bloques et tu es là, tu te dis, bon, est-ce que ça va sortir? Et puis, tu tapes une première phrase, elle ne te convient pas, tu l'effaces, tu vas, tu reviens, tu vas tourner sur YouTube pendant 10 minutes, tu reviens. Il y a un challenge à ce niveau, je pense. Et donc, ce sont ces deux aspects-là que je distingue. Et personnellement, je me suis fait à l'idée qu'on doit faire avec. Et la façon de contrer ça, de mon point de vue, c'est une approche que j'ai beaucoup développée d'ailleurs dans ma partie de journaliste qui me sert
dans l'écriture de fiction, on va dire littéraire, c'est d'écrire quand même. C'est-à-dire que tu te fixes le moment où tu t'es posé devant ton ordinateur ou ton calepin et tu écris. C'est-à-dire même si ça ne veut rien dire, même si c'est mal formulé, même si c'est mal agencé, il faut se mettre dans la pratique d'écrire. C'est comme une voiture qu'on pousse, quoi. Il faut la pousser, même si le moteur ne démarre pas, il faut pousser quand même, mais laisser sortir les idées comme elles, voilà, en désordre, ça ne veut rien dire. Parfois, ça n'a même rien à voir avec le projet, mais écrire. Et j'ai l'impression que c'est comme un évier bouché, quoi. À force de pousser, ça finit par débloquer et les idées sortent. Les idées sortent et le cerveau se le configure d'une certaine façon. Et puis, ça n'est peut-être pas bien organisé, bien agencé, mais c'est là. Et c'est quelque chose qui me semble assez efficace. Il y a un impératif de construire une discipline aussi là-dedans. Tu dis pendant 10 minutes ou bien pendant 30 minutes, je vais poser mes fesses devant l'ordinateur et quoi qu'il arrive, je vais écrire. Et même si je n'ai rien à écrire, je reste là, je regarde l'ordinateur. Et bon, l'esprit étant ce qu'il est, des choses sortent. Parfois, c'est le projet, mais il est épars, il est désordonné, il n'est pas bien écrit, mais il est là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mal écrire, mais le sortir de sa tête que de garder le bouillon ou le bouillon à l'intérieur. L'acte d'écrire est très difficile. Agencer les idées de façon cohérente et structurée, et en plus qui aurait de l'impact, c'est un acte très difficile. Et donc, il faut accepter cette part de difficulté-là et laisser sortir les mots, laisser sortir. À un moment donné, c'est comme l'embrayage, quoi. À un moment donné, ça prend et ça vient tout seul. Et ce qui est intéressant, j'ai remarqué avec ça, c'est que à un moment donné, quand vous faites la comparaison entre les articles que vous avez écrits, dans le moment où vous ne le sentiez pas, par rapport à un moment où c'est venu plus ou moins facilement, avec le recul, c'est difficile de faire la différence. Parce que vous avez vous-même de tels standards dans la pratique, parce que vous savez ce que vous avez à faire. Un article, ça se source, c'est le qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi. Donc, vous voyez, c'est le tel a dit que. Donc, quand on en ajoute tout ça en réalité, quand vous avez une bonne pratique et que vous vous forcez quand même à écrire, et que vous respectez vos propres standards d'écriture, à la fin, c'est-à-dire 5 mois après, quand vous comparez ça avec un article que vous avez écrit au mois où c'est venu spontanément, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Parce que l'inspiration, ce n'est pas la même chose que la technique ou le savoir-faire. C'est deux choses différentes. On peut très bien être un vieux routier de l'écriture, comme Kossi par exemple, et quand même, et quand même avoir une part d'inspiration. Donc, ce n'est pas parce qu'on a du mal à trouver l'idée qu'on ne sait plus écrire. Donc, quand on se force quand même, ce qui sort est au moins potable. Au moins potable. Parce qu'on a les standards, on a les critères. Et souvent aussi, c'est ça, c'est d'accepter en fait. Tu vois, aujourd'hui, je galère, mais je vais quand même l'écrire. Ça va peut-être me prendre 2 heures, mais je vais l'écrire. Tu vois. Si je manque d'idées là, c'est différent. Là, je sors. Ouais, je m'aère l'esprit, je vais lire ce que d'autres ont écrit là-dessus. Pas du plagiat, comme le relevait tout à l'heure le confrère à Sanvi, mais quand même s'inspirer des autres, beaucoup des autres. Et en général, voilà, on passe ça, quoi. C'est un peu ça. Tu es en mute, tu es en mute. Là, c'est bon. Alors, je veux bien aussi entendre l'avis des deux confrères qui ont levé la main. Je donne d'abord la parole à Komlongi, ensuite on passe à Romélie. Oui, merci. Merci, Balao, pour la pertinence de ce thème. C'est Carlos Quetou, comme l'a dit. Je suis journaliste et directeur du journal Indépendant Express. Bon, voilà. Je remercie également mon cher ami Dossavi et M. Assanvi pour leur présence dans ce panel parce que la thématique est très pertinente. Et si on prend cette thématique, je pense qu'on va pouvoir partager un peu nos
expériences, nos connaissances en la matière. Et moi, je m'en vais, à travers cette intervention, un peu parler de la façon dont moi je m'inspire et de la façon dont moi j'accouche mes idées à travers les articles, parce que j'écris des articles, des chroniques, d'autres choses sur tous les plans. Donc, je me dis, la question d'inspiration, comme l'a dit aujourd'hui de sa vie, est beaucoup plus liée d'abord, il y a M. Hassani aussi qui l'a dit, et cette technique est beaucoup liée d'abord à la façon de lire les autres. C'est-à-dire que s'inspirer des autres ne veut pas dire s'inspirer d'eux directement quand on est en crise d'inspiration, quand on est en manque d'inspiration. Mais en les lisant, il y a des personnes, des journalistes qu'on lit, il y a des auteurs qu'on lit très souvent. Donc, on a une idée globale de la technique d'écriture de toutes ces personnes-là. Et là, quand on en arrive à écrire un article, je crois que c'est beaucoup plus facile de mettre en commun un certain nombre de techniques inspirées de toutes ces personnes-là pour pouvoir s'engager véritablement dans l'écriture de son article. Et moi, il m'arrive de dire très souvent que l'écriture d'un article ressemble au travail de l'abeille, c'est-à-dire au travail de l'architecte. C'est-à-dire que l'abeille a déjà le plan de sa ruche dans la tête, de façon vraiment innée. C'est de la même façon, avant d'écrire un article, tous les jours que vous vous baladez, et même si vous vous amusez, si vous prenez un pot, un verre de vin, vous êtes en train de travailler l'article que vous allez accoucher dans la tête. Parce que vous avez déjà l'idée générale de l'article que vous allez écrire. Vous avez déjà l'idée générale de la chronique ou de ce que vous voulez pondre. Donc, dans les jours avant, une journée, 2 jours avant même l'écriture de cet article-là, ben, vous inspirez tous les jours. Vous êtes là, vous dites comment agencer, comment attaquer, comment prendre des mesures. Parce que moi, très souvent, il m'arrive d'écrire, très souvent d'ailleurs, sans aller quitter et revenir pour continuer l'écriture. Quand je m'assieds, je prends 2 heures de temps, je prends 3 heures de temps, je finis mon article avant de me lever. Parce que l'inspiration vient au fur et à mesure qu'on est en train d'écrire. Quand on commence l'introduction, on rentre, ça devient une certaine passion à aller au fond, à amener les idées, à faire, je ne sais pas, les conjonctions, les rimes, les figures de style, à mettre tout cela dedans. Et pour moi, très souvent, je me dis, quand je me lève, je quitte, je vais être distrait et en revenant, je ne pourrais pas tenir comme j'avais commencé mon article. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord nourrir l'article, avoir le plan de l'article en tête avec toutes les figures de style, avec toutes les formes de mots qu'on aura à exploiter pour pondre cet article. Et quand on s'assied, on veut commencer l'écriture, je crois qu'on est beaucoup plus à l'aise à aller au bout. C'est pourquoi parfois, quand on écrit, on a tendance d'être un peu trop long, parce que quand on est bien inspiré, on est long. Et quand on n'est pas trop bien inspiré, on essaie de chuter très rapidement et se lever. Donc, l'inspiration vient d'abord de ce travail d'architecte qui a déjà le plan bien mené, bien mûri, bien huilé dans la tête. Et quand on s'assied pour essayer d'exécuter ce plan, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ma modeste contribution à ce panel en attendant de revenir peut-être sur des astuces, parce que parfois, il arrive qu'on soit planté en pleine écriture ou en démarrage d'écriture. Donc, il y a aussi des astuces qu'on peut exploiter pour revenir à l'essentiel et revenir à l'écriture. Merci. Merci beaucoup pour cette belle contribution. Mais si vous avez des astuces, allez-y et on redonne la parole au panéliste. Oui, bon, justement, pour les astuces, souvent, quand on est en panne d'écriture, quand on essaie, il y a un certain nombre d'auteurs, il y a certains auteurs qui inspirent beaucoup, et on peut retourner, par exemple, prendre certaines pages, parce qu'il y a des livres qu'on lit plusieurs fois. Moi, il y a des auteurs dont j'ai toutes les gammes de livres, de romans, de parutions, ou des journalistes dont j'ai certaines écritures. Chaque fois que je veux écrire, j'ai tout ça là à côté de moi. Mais quand je suis en panne d'écriture, il m'arrive de prendre certains extraits de ces auteurs-là, je lis, et rapidement, l'inspiration revient. Parce que quand je les lis, c'est avec passion que je prends leur tournure, que j'essaie de respirer, d'inspirer leur façon d'écrire, leur façon d'aller. Donc, quand je prends
ces différents auteurs. Un livre, un roman, un journal. Quand je les lis, alors je me remets dans le bain de l'écriture et facilement, mon inspiration première revient sous sa forme et je peux facilement aller. Donc ça, c'est... À part le fait que parfois, moi, il m'arrive d'aller prendre un verre de vin et de faire les 100 pas en train de me balader avec un verre de vin entre les mains. Après ce verre de vin qui est posé devant moi ou ce verre de whisky, ben, je me sens encore beaucoup plus inspiré à aller. Il y a d'autres qui exploitent, qui utilisent encore d'autres choses ou bien d'autres méthodes. Je pense que c'est le lieu de partager ces expériences avec nous tous. Merci beaucoup, Monsieur Carlos Quitaou, pour cette contribution magnifique et formidable. Nous avons justement une question de Athan Assa qui demande est-ce à dire que les articles écrits de manière courte ne sont pas inspirés? Monsieur Renaud de Sali. Votre micro, il est parti. Oui, j'avais vu la question passer, j'ai souri. Et bon, elle est tout à fait légitime. Ou je dirais que ça dépend. Ça dépend. Parfois, aussi, l'article est écrit, en fait. L'info est donnée. Et tout ce qu'on ajoute après, n'est que ruine de l'âme. J'ai envie de dire. Parfois, quand on ne connaît beaucoup le sujet, par exemple, quand le sujet nous plaît beaucoup, on veut dire. Et ça, c'est peut-être le revers de ce dont on parle au discute aujourd'hui. Parfois, l'info est donnée, en fait. L'info est donnée. Et surtout aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où le temps d'attention est très restreint, l'info est juste de donner, quoi. Et il faut passer à autre chose. Et tout ce que tu ajoutes après, bon, c'est bien, mais au fond, personne ne va lire parce que ce n'est pas le cœur du propos. Tu vois? Parfois, dans l'instant T, il faut un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, tac, envoyer dans le tunnel, publier, donner l'information. Parce qu'il faut pas oublier que dans le journalisme, ce ne sont pas les mots qu'on dit, c'est l'information. En fait, les mots ne sont qu'un support pour l'info. C'est l'info qui compte en réalité, c'est pas en soi la beauté de l'écriture. Peut-être que dans le milieu francophone, on a un peu le fétiche du bel édito, de la belle écriture, mais fondamentalement, et je suis dans le côté anglophone, je pense que c'est l'information qui intéresse les gens. Ce n'est pas tant de Reuters, c'est pas les Goncourt, quoi. Ils sont pas là pour écrire de la belle écriture, mais pour donner de l'info en temps et en heure. Et parfois, ça doit être clair, concis, précis. Il vient, on dit qui a fait quoi, quand, comment, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, point, on envoie. Après, si on veut faire une étude de fond sur quels seront les impacts, dans le domaine de l'économie par exemple, quels seront les impacts à moyen terme sur nos exportations, sur les producteurs locaux par exemple, là, tu développes plus en longueur, en profondeur. Et ça, c'est autre chose. Donc, je dis que ça dépend vraiment du type d'article, du type d'info qu'on est en train de transmettre et quel est le projet derrière. Voilà. Est-ce que c'est une dépêche? Qui a le but? C'est précis, c'est sniper? Ou est-ce que c'est un dossier plus fourni, tout ça? Et effectivement, à l'inverse, quand tu écris un dossier, par exemple, ou quelque chose qui mériterait d'être un dossier, mais que tu le raccourcis, ça se sent tout de suite. Là, on dit, ah, lui, là, il nous a laissé sur nos soifs. Donc, il y a ça aussi. Ça dépend vraiment. Je me rappelle, c'est une expérience personnelle, lors de la rédaction d'un article, j'étais en panne d'inspiration, non pas parce que je n'ai pas l'information, mais c'était beaucoup plus de souci de bien écrire, d'écrire dans un français qui soit acceptable, un peu soutenu, d'écrire dans un français où on dit, voilà, l'article est très bien écrit, c'est excellent. Est-ce que ce ne sont pas parfois aussi ces limites qu'on se fixe, ce standard, en fait, ce niveau, cette barre haute qui nous bloque et qui fait qu'on manque d'inspiration à son avis? Bien sûr, bien sûr. En fait, ça fait partie en fait, des raisons pour lesquelles on n'est pas inspiré. Parce qu'on veut toujours rester dans la logique ou dans la dynamique de ce qu'on a toujours fait, qui est toujours de qualité, ou encore on veut faire mieux, parce qu'on veut atteindre un objectif, parce que
Il y a la pression parce que bon, ma deadline est proche. Donc, il y a tout ça, en fait, qui fout une nouvelle pression, en fait. Et parfois, quand il y a cette pression-là, parce que quand vous voulez tout de suite, l'inspiration, en fait, elle ne dépend pas que de vous, en fait. L'inspiration ne dépend pas que de vous. Donc, c'est pas au moment où je dis, bon, tac, je vais être inspiré là tout de suite. C'est pas parce que je fais ça que je serai inspiré, en fait. C'est pas de la magie. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, certes, j'ai envie de bien faire, j'ai besoin que ce soit bien écrit, mais si à l'instant T où j'ai envie, où je dois le faire, c'est pas possible, il faut prendre le temps. Si il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de s'aérer, de se reposer et de pouvoir se ressourcer. Une autre chose qui est bien aussi au niveau des blogueurs, hein, puisque avec le blogging, on a la possibilité d'interagir beaucoup plus facilement avec son audience, c'est d'en faire même un sujet, en fait. Le fait de ne pas pouvoir écrire peut être un sujet d'article. Pour les blogueurs, on a la possibilité d'écrire, en fait, sur cette panne d'inspiration-là. Raconter comment la vie, raconter qu'est-ce qui nous bloque, comment est-ce qu'on pense le surmonter et demander même de l'aide à son audience, aux personnes qui nous lisent. Leur dire, mais quelles sont les idées, quelles sont les choses que vous avez autour de vous et sur lesquelles vous pensez que je peux vous informer, que je peux écrire, sur lesquelles vous avez envie que je vous donne mon avis, parce que c'est aussi ça. Dans le blogging, on donne généralement une opinion, à la différence des journalistes qui sont plus là pour fournir de l'information. Les blogueurs, eux, donnent des opinions. Et donc, nous, on peut demander à notre audience, là, je ne sais pas quoi écrire. Dites-moi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je vous donne mon avis? Donc, ça aussi, ce manque d'inspiration-là peut en fait être un moyen pour vous d'interagir avec votre communauté, de créer un lien avec elle et de pouvoir la faire participer à la création de votre contenu. Parce qu'à partir du moment où vous dites qu'est-ce que vous pensez que je dois écrire, forcément, vous allez avoir des idées que vous n'avez peut-être jamais eues, qui vont vous revenir de la part de vos lecteurs. Et vous allez pouvoir, en fait, les rendre heureux et créer un contenu qui leur plaît et qu'ils attendent. Donc, voilà. Une question pour vous, Monsieur Renaud de Savy. Vous l'avez certainement lu dans ta boîte de discussion. La consoeur Ruth qui dit ceci, je lis assez rapidement. L'une des remarques que je reçois souvent quand je rédige mes articles, c'est la longueur des tests. Souvent, on me demande de rédiger des tests courts pour que ça ne fatigue pas les lecteurs. Mais à entendre les arguments avancés par M. Aïe Renaud, quand nous sommes plus inspirés, le test est plus long. Alors, comment écourter son article malgré l'inspiration que nous pouvons avoir pour éviter que les lecteurs ne soient pas fatigués de le lire? Alors, je pense que déjà, on avait un peu fait la nuance sur il y a certains articles qui doivent être courts, une dépêche et une dépêche, quoi. Si ça fait 200 mots, ça fait 200 mots, tu envoies et l'info est là, bon, voilà. Après, pour écourter, ça dépend du format. Ça dépend. Si c'est un dossier, c'est difficile de tout écourter. En général, je pense qu'à la lecture et à la relecture, on sait ce qui est superflu et ce qui ne l'est pas. Quand on lit 2-3 fois, elle a la chance d'être déjà de l'autre côté du travail. C'est-à-dire que là, le travail est fait. Ce n'est pas une panne d'inspiration. C'est déjà ça. Donc, on sait en général ce qui est superflu. Quand on lit, on dit, ouais, bon, ça peut partir. Et parfois, il y a des paragraphes entiers qu'on coupe. Et qu'on coupe complètement. Et voilà. Et là-dedans, même Stephen King, l'écrivain, a une astuce que je pense marche aussi dans le journalisme. Il dit, quand vous relisez un texte que ça bloque, coupez le passage votre passage préféré. C'est-à-dire, la partie où voilà, vous avez kiffé écrire, enlevez ça. En général, c'est ça qui pose problème, parce que souvent, c'est là où, voilà, comme disait Kossi, on a fait des figures de style, on a fait des tournures, on est fiers de son français. Il faut enlever ça.
C'est-à-dire que ne gardez que l'essentiel en réalité. Ne gardez que l'essentiel. Je ne dis pas d'enlever le passage bien écrit, mais là où voilà, tu sens que bon, c'était plus pour ton propre plaisir que pour apporter une valeur ajoutée à ton article, il faut l'enlever. Ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Surtout à l'ère d'Internet où la tension est vraiment limitée et où les gens, ils balaient l'écran quand ils ne trouvent pas un truc intéressant, ils ferment l'onglet. Ouais, donc, il faut vraiment jouer avec ça. L'autre astuce aussi, c'est bon, je pense que ça, c'est basique, hein, c'est les fondamentaux. Il faut beaucoup aérer le texte par moment, et des sous-titres, et puis une photo d'illustration pour faire respirer un peu le texte, des techniques que les blogueurs maîtrisent beaucoup. D'ailleurs, on fait respirer le texte et on laisse le travail se faire lui-même, quoi. Ouais. Donc, comme disait Stephen King, kill the loved ones et ne gardez que l'essentiel. Une autre chose, est-ce qu'il ne faut pas organiser sa méthode de travail, c'est-à-dire ne pas attendre la veille de soumission d'un article pour commencer à l'écrire et être bloqué en fait par une panne d'inspiration, ou parfois lorsqu'on sait l'ampleur de la tâche qu'on a devant soi, tout de suite le cerveau se dit se sent fatigué, il n'a pas vraiment envie d'avancer parce qu'on a beaucoup de choses et le temps qui nous est imparti est insuffisant. Est-ce que parfois tu n'es pas aussi l'une des raisons pour lesquelles on est bloqué? Ou si on mettait beaucoup plus de temps pour organiser son travail, on sait qu'on a énormément de temps de planning, on aurait pu éviter quand même d'avoir des situations de panne ou d'inspiration. Moi, je dirais oui. Il y a plusieurs cas, puisqu'il y a certains qui, lorsque la deadline est proche, c'est à ce moment-là qu'ils sont inspirés. Il y a d'autres qui vont vous dire ça, que c'est quand ils ont la pression que l'inspiration vient. Mais je pense que c'est un point important. Il faut prendre le temps de bien s'organiser aussi, quand on connaît ces deadlines, de faire des recherches bien en amont pour pouvoir bien connaître le sujet sur lequel on veut écrire et se préparer le plus longtemps possible, en fait, à écrire. Je pense que c'est la meilleure option pour ne pas être surpris par une panne d'inspiration, même si éventuellement on préfère écrire au moment où on a la pression. Prendre le temps de vraiment faire les recherches, rechercher les sources, s'inspirer là où il faut s'inspirer et avoir déjà la colonne vertébrale de l'article ou encore le plan, de l'avoir déjà constitué, quoi, et de savoir que ce qui reste, c'est de trouver les formules et autres. Je vois M. Amadou Moussa qui a levé la main. Bonjour, M. Amadou. Bonjour à tous. Vous avez certainement quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais simplement soutenir d'abord ce que les uns et les autres ont pu dire, souligner. Donc, pour ma part, je dirais certaines fois, il ne s'agit pas simplement de panne, mais c'est surtout, je dirais, lorsqu'il y a la précipitation. Parce que certaines fois, je dirais, nos chefs nous mettent une certaine pression pour pouvoir rédiger un article. Moi, je suis du genre à être, je dirais, très bref dans mes articles. Quand c'est vraiment un article très long, certaines fois, je me limite moi-même à une deadline bien définie, quoi. Maintenant, ma question est la suivante. Au cas où l'article est vraiment un article demandé, c'est-à-dire dans une précipitation unique, quelle attitude, c'est-à-dire le journaliste doit prendre? Parce que certaines fois, moi, je refuse simplement les articles, en fait. Voilà, c'était la question que je voulais poser et un peu ajouter. Merci beaucoup. Le micro est coupé aussi. Ma question, c'est de savoir si M. Carlos voudrait bien répondre à la question, à l'inquiétude de Amadou. Oui. Est-ce que vous me suivez? Parce que je suis... Oui, bien sûr. Sur les questions d'articles, de la limite des articles, je pense que on ne peut pas chercher peut-être à écrire très long
et à dépasser les bornes au niveau de son article. C'est pourquoi c'est très important, comme je l'avais dit, d'avoir un plan en tête pour donner l'essentiel, comme le disait tout de suite monsieur Dossavi. C'est-à-dire que définir les limites à ne pas franchir dans l'écriture de son article. Donc, quand l'inspiration vient, à un moment donné, quand on donne l'essentiel, quand on essaie, à travers l'article, de donner les informations qu'il faut et qu'on sait qu'on a donné le maximum d'informations qu'on a eues, je pense que tout ce qu'on écrira après serait, si je ne veux pas abuser du blablabla, ça veut dire que ça ne va plus accrocher l'auteur. Ça, c'est dans le domaine de l'écriture des articles. Mais il y a l'écriture d'autres choses, comme les rubriques et les chroniques, comme les éditoriaux, et comme même les livres, les romans. Là, il y a des chapitres sur lesquels on a un certain nombre d'informations à donner ou un certain nombre de faits à expliquer, à exposer. Dans ce cas, on a la largesse peut-être d'aller au-delà des informations qu'on a déjà données au public et où on a besoin de donner des informations complémentaires qui puissent peut-être élargir les connaissances générales qu'on a, qui peut peut-être ouvrir des brèches sur certains aspects de la lecture, de la culture générale par rapport à d'autres auteurs qu'on a connus, qu'on a vus, ou à d'autres journalistes, ou par rapport à certains faits qui ne sont pas forcément intégrés à l'article qu'on est en train d'écrire, mais qui sont liés à d'autres faits passés, à d'autres articles passés, à d'autres événements passés sous d'autres cieux. Donc là, on peut aller dans ce sens en ouvrant la brèche, en donnant en compte beaucoup plus de précision. Mais s'il s'agit d'un article... Mamadou voudrait aussi savoir, est-ce que la pression peut être aussi... peut amener le journaliste à être désemparé de son travail. Comme par exemple, le supérieur hiérarchique lui dit, j'ai besoin de ce papier là maintenant, à l'instant ou demain matin, alors qu'on n'a plus assez de temps. Est-ce que cette pression aussi peut influer et être source de panne d'inspiration? Voilà. Je pense que la meilleure façon de donner de soi-même, de faire un bon article, c'est d'avoir le temps maximum pour donner les informations qu'il faut. La pression est un facteur limitant à un bon article si la pression vient de l'extérieur. Mais si peut-être vous-même vous mettez la pression, il arrive à certains directeurs, à certains journalistes, parfois même à moi, d'écrire les meilleurs articles sous pression. C'est-à-dire que je sais que tous les articles, la mise en page doit commencer dans 1 heure, alors que le sujet principal, l'article principal, la manchette du journal n'a pas encore eu l'essentiel de l'information parce qu'entre-temps, il faut vérifier certaines dernières informations, il faut recouper d'autres informations, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, il y a une certaine pression interne, concentrique, qui reste sur le journaliste, qui sera obligé peut-être de faire rapidement pour donner le papier. Mais si on n'est pas sûr d'avoir toutes les informations, si on n'est pas sûr d'avoir l'inspiration, je pense que on n'est pas obligé de forcer et écrire un article qui est bâclé ou produire un dossier bâclé. Donc, il faut toujours prendre le temps. L'inspiration accouche ce qui est bien. Donc, quand on n'est pas inspiré et quand on est sous pression, parfois, il faut expliquer à la hiérarchie que, mais franchement, ce n'est pas que je ne suis pas inspiré, mais j'ai besoin encore d'autres informations, j'ai besoin encore d'autres détails pour mieux organiser, pour mieux bâtir cet article que je suis en train d'écrire. Mais la pression est un facteur limitant dans tous les cas. Si elle est extérieure, peut-être à la personne qui écrit. Mais si elle est intérieure, elle est concentrique, vous savez que vous avez ce thème à développer, vous avez cet article sur tel sujet à développer dans la prochaine parution, comme je l'avais dit, depuis que vous avez commencé les investigations, les rassemblements, la collecte des informations, les recoupements, vous essayez de les construire dans la tête au fur et à mesure. Dans tout votre vécu, dans les lectures, même au niveau de la télévision, il y a beaucoup de choses qui vont vous attirer sur le sujet sur lequel vous voulez peut-être écrire dans la prochaine parution. Et après l'avoir construit dans la tête, quand on se donne la peine de s'asseoir et de commencer à écrire, ça coule comme de l'eau, de l'eau de roche. Donc, la pression n'est pas toujours une bonne chose pour la qualité d'un article. Mais il y a certains qui fonctionnent sous pression, ça c'est des exceptions. C'est quand on leur met la pression qu'ils s'y mettent et l'inspiration vient.
Assanvi, la pression, vous travaillez aussi parfois sous pression. Est-ce que la pression vous donne de ne pas manquer de motivation, d'inspiration? Bon, je dirais que ça dépend, ça dépend. Il y a des fois, quand on blogue, on est maître en fait, on est libre de choisir le moment où on publie son article. Donc, je peux publier mon article à 1h du matin, comme je peux le faire dans 3 jours. Bref, il n'y a pas vraiment de contraintes. Mais parfois, en fait, le timing de publication, si vous ne le faites pas là tout de suite, si vous ne le publiez pas avant la fin de la journée, il peut y avoir une information qui est susceptible de changer. Mais si vous ne publiez pas votre opinion sur cette information-là d'ici la fin de la journée, demain, ce ne sera plus possible parce que les données auront changé. Vous serez obligé de faire de nouvelles recherches, d'avoir une opinion différente, en fait. Vous n'allez pas pouvoir dire ce que vous pensez du sujet au moment où l'actualité ou au moment où cette information-là est sortie. Donc, du coup, c'est votre environnement qui vous met la pression finalement. Ce qui se passe autour de vous vous oblige en fait à écrire très vite l'article. Et généralement, vu qu'il s'agit d'une opinion, c'est ce qu'on pense en fait qu'on sort. Et là, il n'y a pas vraiment de véritable contrôle là-dessus. On écrit ce qui vient et puis voilà, quoi. Nous sommes presque à la fin de cette session. Renaud Dossavi, alors, Renaud Dossavi. Oui, quand si, je suis là. J'avais juste un peu de réseau là. Nous sommes à la fin de cette session, vos dernières interventions, mais avant, il y a une question. Comment éviter la faiblesse de travail? La faiblesse de travail, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Voilà, je lis la question du confrère. Il m'arrive d'être inspiré sur un sujet, mais il m'arrive aussi de m'ennuyer sur son traitement. Généralement, à l'étape de rédaction, on fait souvent face à la procrastination. Ma question, comment éviter cette faiblesse de travail? Paradoxalement, pour moi, je dirais que c'est plutôt là où les deadlines sont intéressantes. C'est-à-dire que quand tu sais que tu dois rentrer dans 3 heures ou dans 2 heures ou dans une journée, tu n'as pas le choix, quoi. Et la pression dans ce contexte-là peut être assez utile. À titre personnel, je mise beaucoup plus sur le fait de construire une discipline d'écriture. Très personnellement, c'est quelque chose qui me réussit assez, c'est-à-dire vraiment, même si je n'ai pas envie d'écrire ça là, c'est-à-dire le sujet en question, il faut écrire. Et en général, le cerveau revient, l'esprit revient dans le droit chemin, en guillemets, quoi. Et je mise beaucoup plus sur pas nécessairement la discipline forcée, strictement, mais organiser aussi son espace sur ça. Par exemple, la procrastination, souvent, c'est parce qu'on a beaucoup de sources de distraction autour de soi. Quand on écrit dans un espace où, par exemple, il n'y a pas Internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas les notifications H24 qui viennent distraire, et vous êtes obligé de vous concentrer à un moment donné sur le travail qui est devant vous. Parce que le cerveau, souvent, il cherche juste la moindre source de distraction pour aller prendre de l'attention. Donc, une façon très intéressante d'organiser son espace, c'est justement d'éliminer toutes les distractions possibles, de sorte qu'il ne reste en réalité que le travail là, sur lequel pouvoir se concentrer, voyez. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Organiser son espace pour limiter autant que possible les sources de distraction. Parce que c'est difficile de procrastiner quand il n'y a pas de distraction, quoi. C'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, hein, et il faut que je l'applique plus souvent. Votre dernier conseil aussi, cher confrère Assanvi, avant qu'on le termine. Alors, mon dernier conseil sera celui de se reposer. Le premier que j'ai donné d'ailleurs, c'est de vraiment prendre le temps de se reposer. Parfois, on l'a dit au début, c'est le résultat d'une routine, d'une fatigue. Et on n'est pas des machines. Les blogueurs, les journalistes ne sont pas des machines à écrire. Donc, à des moments donnés, il faut
faire une pause, il faut s'arrêter et s'aérer l'esprit. Parfois, ça peut nécessiter juste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Comme ça peut nécessiter une journée, ou une semaine. Bref, il faut prendre le temps de se reposer et d'aérer son esprit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, essayer de s'inspirer ailleurs. Il y a eu de très belles astuces aussi proposées par les confrères. Aller lire d'autres articles sans toutefois plagier, comme je le disais tout à l'heure, sans toutefois plagier. Donc voilà un peu. Donc, se reposer, lire d'autres personnes, visiter d'autres blogs, d'autres sites et se fixer aussi s'organiser aussi, ça reste important, s'organiser pour éviter que la période d'inactivité ou de manque d'inspiration ne devienne trop longue parce qu'elle peut avoir, si elle est trop longue, un impact sur votre activité, sur tous les plans. Donc voilà. Merci à vos chers confrères Renaud Dorsavi et Fumilayo, et aussi aux confrères comme Ketou, Carlos Ketou plutôt, qui a participé aussi avec nous avec sa belle contribution. Merci aux confrères, aux consoeurs qui nous ont suivis depuis le début, à tous les participants et à vous, chers panélistes. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle session, comment entreprendre dans le secteur des médias avec un directeur d'école de journalisme. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne après-midi. Les conversations continuent dans le forum privé du forum du Centre international pour les journalistes sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore membre de ce forum, n'hésitez pas à le rejoindre. Nous voyons Hervé qui nous a rejoint à la dernière minute, mais nous sommes déjà à la fin de cette session. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir. Vraiment mes excuses. Bonjour. Bonjour, oui. Nous étions presque à la fin. Vraiment mes excuses. Je salue tous les confrères ici présents. Moi, je suis un peu malade là, je suis un peu alité, donc j'ai pas pu. J'étais venu bien avant, mais j'ai remarqué que ce n'était pas l'heure. Donc, le temps de suivre la télé, je m'étais endormi. Et là, je me suis retourné, je me suis réveillé, je me suis dit, ben, il faudrait que je participe quand même à ce forum. Vraiment, toutes mes excuses. Et bien voilà. On vous souhaite prompt rétablissement, cher Hervé. Nous espérons vous avoir pour une autre session dans les semaines et jours à venir, certainement. Prenez bien soin de vous et prompt rétablissement. Merci beaucoup. Merci bien. Et à bientôt. Au revoir. Bye bye.